position dont je craignais qu'il n'ait été complètement absorbé par le débat qui n'était pas à l'ordre du jour et qu'il n'interviendrait pas sur le budget, qui est quand même l'acte assez fondateur de l'action municipale que nous menons de manière résolue. J'avoue à nouvelle fois ma consternation, puisque il y a là, de part et d'autre, un refus de répondre sur les questions de quels investissements ne seraient pas bons pour la ville, quels investissements ou dépenses de fonctionnement ou d'investissement vous laisseriez de côté. Je suis surprise en réalité de voir à quel point vous persistez et vous faites les porte-parole de l'austérité et du repli sur soi. Je l'ai déjà rappelé et nous l'avons déjà rappelé la dernière fois, notre ville, elle a grandi, elle grandit. Nous étions 280 000 habitants en 2008 et nous sommes aujourd'hui 340 000. Et nous n'allons pas continuer à décroître, puisque Monsieur Chambardelot, heureusement que vous n'êtes pas en gestion et en manette, puisque vous proposiez d'arrêter de construire des logements pour freiner la croissance démographique sur Nantes. C'est ce type de proposition assez abracadabrante et assez dangereuse également que vous proposiez. Alors, dans ce contexte, notre responsabilité en tant qu'élus en responsabilité est considérable puisque nous allons devoir franchir un palier d'investissement conséquent. C'est effectivement le cas avec ce budget. Et nous ne pouvons pas être des simples gestionnaires financiers. Ce que les habitants attendent de nous est très clair. Nous devons être à la fois à la hauteur de l'urgence sociale et écologique à laquelle nous faisons face, car elle aussi, elle est assez inédite. Alors oui, collectivement, nous faisons le choix, en responsabilité, d'investir à la hauteur des besoins pour préparer, agir, prévoir, avec comme boussole la qualité de vie des Nantaises et des Nantais. Et en ce sens-là, notre projet de mandat et ce budget donc sont assez cohérents, pour ne pas dire totalement cohérents et clairs. Parce que qu'est-ce que nous allons changer concrètement pour les habitants? Chaque quartier va se voir doté d'équipements qui sont véritablement utiles au quotidien. Des écoles, des crèches, des cantines, les cours nature, des gymnases, des piscines, des centres de santé, des passoires thermiques rénovées, des espaces verts, des trottoirs, des pistes cyclables. Voilà le grand chantier du mandat. C'est une ville proche de ses habitantes et ses habitants, une ville qui prend soin de toutes et tous, qui protège, qui anticipe et qui s'adapte. Vous parliez du pouvoir d'achat, Monsieur Chambardelot. Excusez-moi, ce n'est pas parce que vous avez une étiquette des Républicains que quand vous parlez de chiffres, ça peut faire sérieux. C'est au niveau du programme de la seconde que vous ne pouvez pas additionner des pourcentages et en faire une réalité et des chiffres. Je tenais simplement à vous le préciser. Sur le pouvoir d'achat, vous oubliez de dire que nous avons, là aussi, diminué la hausse sur les tarifs du périscolaire qui reste extrêmement abordable. Nous avons mis en place et instauré la gratuité dans les transports en commun, mais aussi parce que l'éducation, et j'y reviendrai, est véritablement menacée aujourd'hui et est pourtant un droit et un devoir fondamental dans notre République française, nous avons donné la gratuité aussi sur les bibliothèques. Donc, je vous prierai, messieurs Huchet et monsieur Chambardelot, d'être complets quand vous parlez des sujets et d'être précis aussi sur les chiffres. Et sur les finances publiques, vous le savez bien que la stratégie financière que nous avons largement débattue au DOB et que nous mettons en œuvre avec ce budget ne met pas et aucunement en péril les finances de notre collectivité. Personne ne vous suivra sur ce terrain glissant. Au contraire, ce sont des investissements d'avenir et les décaler reviendrait à faire peser notre inaction sur les futurs élus. Enfin, j'aimerais rappeler et souligner un aspect qui me paraît assez primordial, y compris dans la période, et je regrette que la semaine dernière, nos parlementaires qui ne participent visiblement pas à notre débat budgétaire ne se sont pas plus appesantis sur la situation préoccupante de l'éducation nationale. Je redis, Madame la maire l'a rappelé, les dépenses liées à l'éducation, c'est 40% du budget qui a été présenté, du budget d'investissement. C'est aussi la conséquence du dédoublement des classes. Ça fait l'équivalent de 90 classes supplémentaires et donc de 6 écoles. Mais c'est aussi des dépenses plutôt de fonctionnement, comme sur les capteurs de CO2. Ce sont des mesures de santé
qui sont particulièrement prépondérantes aujourd'hui, et le gouvernement rembourse 50 € sur des capteurs qui en coûtent 350. Le droit à l'éducation, je le disais, c'est un pilier fondamental, c'est un droit fondamental dans notre démocratie pour l'égalité, pour l'émancipation, pour notre République, et il est là important de constater qu'il est gravement mis à mal. La crise sanitaire, bien sûr, mais ça n'explique pas le mépris avec lequel le gouvernement agit envers la communauté éducative, mais aussi envers les parents. J'avoue ma consternation en étant moi-même Covidée suite à un cas positif dans la classe de mon fils aîné, de suivre la conférence de presse de Monsieur Castex et de Monsieur Véran disant « tout va bien, nous allons tout rouvrir » et nous avons fait le bon choix avec les 56 protocoles sanitaires différents qui changent et qui ne sont même pas communiqués aux équipes et qu'ils doivent être mis en place en moins de 24 heures. Là aussi, c'est 1,2 million d'euros supplémentaires de dépenses pour le protocole sanitaire du non-brassage sur les temps périscolaires. Cette attitude-là du gouvernement, toute cette accumulation et ce mépris a comme effet unique de rendre le quotidien du personnel éducatif et des familles totalement infernal. Depuis le début de la crise, nous avons été plusieurs à répéter, des élus locaux jusqu'aux syndicats, que de ne pas concerter la communauté éducative et les élus locaux est une grossière erreur, que seule une approche territoriale nous aurait permis de gérer cette crise de manière apaisée. Et tout l'inverse, bien sûr, a été fait. On sort du débat, hein. Absolument pas, puisque nous sommes sur, et je vous prie, Monsieur Huchet, je pense que nous avons écouté votre intervention, nous avons écouté, sans corriger les inexactitudes que vous avez formulées, comme le fait que la ville de Nantes n'aurait pas contractualisé avec l'État. Je vous prie de payer le même respect. Ce n'est peut-être uniquement parce que je suis une femme que vous osez me couper la parole. Je ne vous ferai pas ce procès-là, mais je vous prierai d'écouter. Je pense que sur l'éducation, en tout cas sur le parti que vous représentez, je pense qu'il est important d'écouter et peut-être de transmettre à vos collègues, Madame El Haïry, qui a quelques responsabilités auprès de Monsieur Blanquer, Madame Opelt, qui visiblement sait avoir l'écoute du gouvernement quand il s'agit de sécurité. De fait, ce serait bien que sur l'éducation nationale, qui me semble être un ferment et un pilier absolument essentiel et qui est en danger aujourd'hui, je pense que ça serait intéressant que vous écoutiez plutôt que vous ne coupiez la parole. Donc, je termine sur la question d'éducation parce que il y a là un réel manque d'anticipation, mais aussi un réel manque de moyens. Cette gestion aujourd'hui qui est purement comptable ébranle les fondements même de l'école de notre République et nous inquiète grandement. L'école publique est et doit rester un investissement pour l'avenir, pourvu qu'on s'en donne les moyens. C'est le choix que nous faisons à Nantes, faire de l'éducation notre priorité du mandat. Et cela, je le dis, est fort de sens, car nous croyons en notre jeunesse, nous croyons en notre personnel éducatif qui a continué de se mobiliser tout au long de la crise, malgré les divers bricolages du gouvernement. Et nous croyons qu'une ville ne peut se construire sans des investissements ambitieux dans ce domaine. Nantes est une ville d'avenir qui fait de ses enfants la priorité. Près de 40%, je le disais, des investissements est dédié à l'éducation. Une ampleur inégalée pour que les enfants puissent apprendre, grandir et s'épanouir dans les meilleures conditions. Merci de votre attention. Merci, Ronan Dantec.